Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français, par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, une opération à cœur ouvert. Le médecin, le moine et les Carbonari. Dans ses écrits, Léon Trotsky a souvent recours aux métaphores biologico-médicales. Et certains de ses héritiers, à leur tour, vont être porteurs d'une conception proprement clinique de l'action politique. Pour ces docteurs S-dialectiques, le capitalisme est une pathologie sociale et la révolution en est la cure. Auprès du prolétariat, ils se considèrent un peu comme des médecins qui savent ce dont souffrent leurs malades et quelles médications prescrire pour le remettre sur pied. En France, Lutte ouvrière est sans doute l'organisation politique qui incarne au mieux ce léninisme thérapeutique, puisqu'une large partie de son activité apparaît comme la mise au point savante et méthodique d'un grand parti stéthoscope qui vient régulièrement ausculter le cœur de la classe ouvrière pour mesurer au plus près ses forces morales et son degré de combativité, en un mot, son tonus militant. Membre dirigeant de Lutte ouvrière, Georges Caldy est aujourd'hui le vrai numéro 2 de cette organisation, dauphin désigné de Robert Barcia, dit Hardy. Blessé à 14 ans au cours de l'insurrection hongroise de 1956, Georges Caldy passe 2 années en camp de réfugiés avant d'être accueilli en France. Georges Caldy. On ne s'engage pas à 14 ans dans la politique. Vous savez, le personnage de Gavroche n'est pas hongrois. Dans les révolutions, on s'y engage. On y était toute une bande d'ailleurs. J'étais pas le plus âgé, mais pas le plus jeune non plus. À partir de 13 ans, une révolution, vous avez des gamins de 12, 13 ans, 14 ans qui se battent. Vous savez, une des raisons pour laquelle j'ai foi en la révolution, c'est que je l'ai vu, et j'ai vu des gens se transformer, mais de façon invraisemblable, du jour au lendemain. C'est un vent qui souffle et qui fait que les gens, d'un seul coup, ils sont plus qu'ils sont d'habitude. Vous auriez du mal à imaginer ce que c'était le stalinisme dans les années 50. C'était la dictature très dure. Vous savez, j'ai connu une période du stalinisme le plus dur où dans la classe, chaque fois qu'on prononçait le nom de Staline, on se levait. Et comme on le prononçait très souvent, il fallait se lever souvent. Encore lycéen, Georges Caldy a 17 ans lorsqu'il rencontre les militants du petit groupe Voix ouvrière, ancêtre de l'actuelle Lutte ouvrière. Une organisation dans laquelle il décide alors de s'engager pour la vie. Georges Caldy. Vous savez, les choix s'approfondissent petit à petit. Je vous dirais d'abord que le premier choix que vous avez à faire, c'est que ce ne soit pas un rougeole qui passe simplement 18 et 20 ans, on casse tout, on fait des trucs et des machins jusqu'à 22 ans, et puis 22 ans, 23 ans, on se marie, etc. On trouve un boulot, et puis après c'est fini. Bon, le premier choix, c'est déjà ça. En réalité, il faut faire un deuxième choix, si vous voulez. Un deuxième ou un troisième. Ça fait 43 ans que je milite. Bon, mais maintenant, c'est une évidence de vie. Maintenant, au début, c'est un choix. Surtout quand vous débarquez comme réfugié de là-bas, la tentation, tout simplement, de réussir, de gagner sa vie, etc., d'avoir un bel appartement. Et puis, en plus, les voitures, le truc, le machin, qui, à l'époque, vous imaginez pas aujourd'hui, mais venant d'un pays de l'Est en 56, avoir une bagnole, c'était le sommet. Bon, ça aurait pu être ce choix-là. Bon, il se trouve que ça ne l'a jamais été. Si le trotskisme s'est perpétué, c'est que pour un certain nombre de trotskistes, c'était un choix de vie. Vous estimez que l'un dans l'autre, pour tout un tas de raisons qui vous sont propres, mais aussi des raisons objectives, vous estimez que le monde fonctionne mal et qu'il pourrait fonctionner autrement. Bon, pour des raisons évidentes, des Africains... Tiens, je passe du coq à l'âne, mais quand vous lisez au détour d'une phrase dans le Monde avant-hier que la guerre au Soudan dure depuis 15 ans et qu'il y a 2 millions de morts, c'est le Moyen-Orient multiplié par 100. Personne n'en parle. Mais ceux qui vivent là, quelle est leur vie ? Au-delà de ce qu'on est quand on est militant, même en tant qu'intellectuel qui réfléchit, j'estime qu'il faut ressentir la vie des autres comme si c'était la sienne propre.
Et imaginez, ne serait-ce que 5 minutes, ce que ça peut être la vie dans un village de Soudan comme ça, où depuis 18 ans, ça veut dire que quand vous avez 17 ans, vous n'avez connu que ça. Que ça. Alors le choix de vie, quand on est médecin, ça peut être qu'on va essayer de les aider en tant que médecin. C'est un choix estimable. C'est un choix. L'autre choix, c'est se dire qu'après tout, ce monde peut être changé aussi. Ça demande des gens pour qui c'est leur cause, c'est leur vie. Sinon, convaincre quelqu'un d'autre. En 40 ans, j'en ai convaincu un certain nombre, comme on m'a convaincu. Mais vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas prêt, sinon c'est dégueulasse. Ancien militant du Front de libération du Tchad, ou Frolina, Mohamed Marang Gabi débarque en France en 1978. Il est bientôt gagné au trotskisme par Georges Caldy et ses camarades, qui lui transmettent leur exigence d'un militantisme professionnel. Mohamed Marang Gabi. Moi, je suis arrivé au trotskisme par un cheminement personnel. Pour moi, ça a été d'abord un aboutissement, mais aussi le fruit d'une rencontre. J'ai d'abord milité en Afrique dans une organisation nationaliste. Puis après, j'ai vu effectivement que cette organisation a failli, elle a échoué. Et là-dessus, je suis venu en France et je me posais énormément de questions sur l'échec de ce que j'avais vécu politiquement. Et j'ai rencontré les copains d'Elo, avec lesquels j'ai commencé à discuter. Et puis, une fois que ces discussions se sont approfondies, au bout, j'ai trouvé, disons, en quelque sorte, le chemin de mes rêves. Caldy, je lui dois tout. Mon cheminement politique au sein de Lutte ouvrière, je pense que je le lui dois. Il m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris auprès de lui. Je peux dire qu'il m'a formé. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, disons qu'il a placé la barre très haut, on a discuté du communisme. Et pour moi, qui venais d'une organisation nationaliste et puis qui avait beaucoup d'illusions sur ce qu'étaient les pays de l'Est, etc., j'avoue que ça fait une sorte de tilt dans ma tête. Et il m'a aidé effectivement à mieux piger l'histoire du mouvement ouvrier, ce qui s'est réellement passé en Union soviétique, etc. Et ça a été essentiel pour moi. Je n'ai jamais autant lu de ma vie que depuis que j'ai rencontré les copains de Lutte ouvrière. J'ai lu évidemment les classiques du marxisme, mais pas que ça. J'ai lu les œuvres des grands écrivains français du 18e, du 19e. J'ai lu les classiques russes. Je me suis intéressé à la littérature des pays tels que les États-Unis, tels que l'Amérique latine, tels que les pays d'Asie. Évidemment, une note très particulière, même par rapport à la littérature africaine, qui a été pour moi un objet d'étude pendant des années et des années, bien sûr. Pas longtemps, par exemple, j'ai feuilleté comme ça un bouquin de Trotsky. Il disait quelque part il parlait de la science révolutionnaire, qu'il faut absolument l'acquérir, et il disait quelque part que dans la société actuelle, il y a un état des choses qu'on appelle les maladies, et que pour pouvoir guérir les maladies, ce qu'il faut, c'est des médecins. Et les médecins, c'est des gens qui vont à l'école de la médecine, qui apprennent l'école de la médecine. Et ceux qui ne vont pas à l'école de la médecine et qui n'apprennent pas la médecine, dans la vie de tous les jours, on les appelle des charlatans ou des sorciers. Et dans le domaine des idées, c'est pareil. Si on veut s'attaquer, disons, à l'état malade de la société, à la maladie qui rogne notre société actuelle et qui s'appelle le capitalisme, il faut étudier cette société-là. Il faut se former autour de ça. Et évidemment, tout ceci demande beaucoup d'efforts intellectuels. Et c'est là, que se pose la question de la nécessité d'apprendre la science révolutionnaire. Georges Caldy. La quasi-totalité de nos camarades y travaillent. Donc déjà, ils ne peuvent pas être révolutionnaires 24 heures sur 24 au sens physique du terme. Ils le sont dans leur tête ou dans leur entreprise. Parce qu'être révolutionnaire, c'est des fois, quand vous travaillez dans une usine, c'est dire la phrase qui porte à quelqu'un à côté de vous. La petite phrase qui l'encourage, la petite phrase qui lui regonfle le moral, etc. Et nous concevons le professionnalisme tout simplement, disons, comme la conscience professionnelle. Qu'est-ce qui oblige une infirmière de nettoyer sérieusement avant de faire une piqûre de rien? C'est sa conscience professionnelle. Le professionnalisme, c'est simplement une question de conscience professionnelle
et réfléchir, se poser les problèmes politiques, en se demandant à propos de chaque événement politique, du point de vue de l'intérêt des ouvriers, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Militant ouvrier chez Renault pendant presque 40 ans, Gilbert de Villars est l'un des cofondateurs du groupe Voix ouvrière en 1956. Gilbert de Villars. On fait le travail en professionnel. Ça, c'est ce qu'on disait toujours. On fait pas le travail en amateur. Nous, on était professionnels, on était ajusteurs, outilleurs. On travaille sur les outils d'emboutissage et de découpe. On a notre paquet de dessin, on a le travail du préparateur. On est seul avec notre boulot et on l'emmène jusqu'au bout. Et nous, en plus de ça, militants dans l'usine, notre boulot, on le fait et correctement. Je ne veux pas dire qu'on faillotait, mais on essayait d'être les meilleurs dans notre boulot, parce que on était sûr que si on avait des emmerdements au niveau de notre militantisme, on essayait d'abord de nous attaquer sur le plan professionnel. Et puis aussi, quand tu es dans un milieu professionnel comme le nôtre, pour avoir une influence sur les gens qui nous entouraient, faut pas que tu traînes ta gamelle, faut que tu sois un gars qui fasse son boulot. Sans ça, on ne te prend pas au sérieux. On en a eu quelques-uns comme ça. Je me rappelle, un gars du PCI, quand il faisait beau le lundi, lui, c'est un amateur de jazz. Il n'était pas là le lundi parce qu'il avait quelque chose à faire de ce côté-là. Nous, on n'était pas contre le jazz. Moi, j'aime bien le jazz, surtout le Nouvelle-Orléans. Mais quand on fait le boulot, on n'a pas toujours l'occasion de s'occuper du jazz, toujours. Financés par les travailleurs eux-mêmes, qui sont régulièrement invités à verser une pièce dans le drapeau rouge, les fameux bulletins d'entreprise de lutte ouvrière se présentent toujours sous la même forme. Un éditorial politique au recto et au verso de brèves informations, des échos aussi concrets que possible sur la vie quotidienne de l'atelier et le moral des travailleurs. Si bien que ces feuilles militantes peuvent être lues comme autant de bulletins de santé. Georges Caldy. Dans les années 60, être trotskiste, on pouvait l'être. Devant les entreprises, on ne pouvait pas l'être. Quand on sortait nos bulletins, et là, c'était un processus presque mathématique, on venait nous casser la figure 3e ou 4e fois. Parce que la première fois, ils n'étaient pas au courant, les militants du PC. La 2e fois, ils ne se sont pas encore rendus compte que c'était régulier. La 3e fois, ils nous attendaient. Dans la quasi-totalité des entreprises. Parce qu'à l'époque, on ne peut pas imaginer l'extrême gauche venir dans les entreprises. Ça, c'était le domaine du PC. Et vous savez, dans des grandes usines de l'époque, ils avaient en général 50, 60, 70 militants. Et puis nous, on débarquait 3 ou 4 jeunes de 18, 19 ans. Et je vous dis, entourés de 30 ou 40 baraqués, il fallait revenir. Ça faisait déjà une sélection. Si Arlette est devenue, à partir d'un certain moment, reconnue par un certain nombre de travailleurs, c'est parce qu'il y avait tout ça derrière aussi. D'abord, toute une formation de militants pour qui on pouvait être trotskiste. Ça, c'est une chose. Nous poussons beaucoup nos camarades à étudier la théorie. On essaye de comprendre le monde. On ne dévalorise pas les idées théoriques. Mais exactement comme un médecin, plus il apprend, plus il a lu de bouquins, plus il est compétent, plus il saura être simple, et de vous guérir et de vous interroger avec des mots simples. Bon, alors, c'était un petit peu cette formation que nous voulions transmettre, et nous avons formé une petite génération de militants qui étaient capables de faire ça. Le jeune qui n'est pas ouvrier, qui était mis sur ce travail-là, la première des choses, c'est qu'ils connaissent l'atelier en question comme si c'était le sien, et qu'ils connaissent les gens. Et je vous dirais, je m'excuse des mots, mais qu'ils les aiment. Avec leurs défauts, avec leurs trucs, etc. Machin, ton copain, il a dit, ça c'est le petit gros, même si on le connaît pas, c'est le petit gros, c'est celui qui t'emmerde tout le temps parce que, etc. Tout ça, il fallait le connaître, de façon à ce que, dans la discussion, on se rend compte des problèmes qui pouvaient se poser et puis qui faisaient discuter tout le monde. Et toujours avec comme préoccupation, comme but, pour le médecin, c'est le but, c'est la perspective, c'est de guérir son malade, toujours avec cette préoccupation d'apprendre au maximum de travailleurs un petit chouïa de plus, leur donner une petite conscience de plus du fait qu'ils ne sont pas les derniers, des derniers, contrairement à ce qu'on leur raconte, à ce qu'on leur répète, que c'est sur eux que tout ça repose, que les grandes entreprises, que les Pinault, les machins, enfin tous ces gens-là, ils bazardent, ils vendent comme des chaussettes. Si à la base il n'y avait pas des gars pour travailler, pour créer des richesses, je ne suis pas manuel, mais quand je regarde certains de mes camarades, ils sont des mains en or. Et de mettre la conscience que c'est une valeur tout ça, que la société repose là-dessus. Comment vous dire ?
Le bulletin, ça ne change pas les choses, mais ça peut redonner la dignité à des gens. Aujourd'hui chercheur en physique, Hervé Lagadec rejoint Lutte ouvrière au début des années 80, alors qu'il est encore élève en classe préparatoire au lycée Condorcet. Il fait partie de cette génération de jeunes intellectuels qui ont appris avec Hello à trouver les mots qu'il faut pour dire la souffrance ouvrière. Hervé Lagadec. La première étape de ce qu'on demandait aux camarades, c'était de faire du travail de recrutement, c'est-à-dire de se mouiller sur ses idées dans son propre milieu social, c'est-à-dire qu'étaient donc les lycées ou les facs pour les uns ou les autres, dans cette génération-là, mais avec évidemment la perspective derrière, qui était que si on veut construire l'organisation révolutionnaire qu'on estimait, qu'on estime toujours qu'elle manque, eh ben, il fallait effectivement avoir une orientation politique d'aller s'adresser au milieu ouvrier. Et l'une des solutions, qui est effectivement tout aussi volontariste que ce qu'était l'activité en direction des lycées, c'était d'aller s'adresser dans le milieu de jeunes travailleurs, là où ils étaient un peu regroupés. Et une des solutions, c'était d'essayer de vivre dans des foyers de jeunes travailleurs. Moi, j'ai fait ça dans un foyer qui était à Bagneux, où on est rentré à quelques camarades qui étaient à l'époque tous étudiants. On essayait de s'adresser à des jeunes travailleurs, leur posant les problèmes de l'avenir de l'humanité. Alors ça passe effectivement par toutes sortes de lectures de romans, par des sorties scientifiques, par des sorties culturelles, parce que ça fait aussi partie du militantisme. On milite pas sans culture, et aller aussi se mettre à l'écoute d'un certain nombre même de jeunes travailleurs, qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées politiques que nous, mais en tout cas qui étaient capables, au travers de ce qu'ils racontaient, de faire toucher du doigt à un certain nombre de camarades aussi, qu'est-ce que c'est l'exploitation aujourd'hui, parce que l'exploitation, elle est et même l'exploitation sévère, et particulièrement dans les petites entreprises dans lesquelles travaillaient souvent ces jeunes travailleurs, elle est réelle, elle est violente parfois. Et c'est si pour des exemples, si il y en a un qui me vient à l'esprit en fait, finalement, qui est l'expérience d'un gars qui travaillait dans les trucs de soudure, qui avait un certain nombre de problèmes de santé, dont lui s'est aperçu au travers d'analyse médicale par la médecine du travail, etc., que c'était des problèmes respiratoires qu'il avait directement à partir de ses conditions de boulot, parce qu'à bosser dans la soudure, dans la boîte où il bossait, sans aucune protection, sans masque, sans rien, il inhalait à longueur de journée des substances qu'il aurait d'une pas inhaler, et qui n'étaient pas sans conséquence sur sa santé. Des choses comme ça, on peut les lire dans Germinal, quoi. Mais cela dit, Germinal, c'était le siècle précédent. S'apercevoir qu'aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, c'était encore ce que des gars de 20-25 ans pouvaient vivre au quotidien, parce que c'était aussi des milieux qui étaient obligés de gagner leur pain par ce genre de type de boulot, qui n'avaient pas la possibilité d'aller se faire embaucher ailleurs, donc de quitter leur emploi, etc. Donc étaient un peu tenus par l'exploitation, malgré tout, à vivre ça au quotidien. Je crois que c'est des expériences qui, effectivement, renforcent des militants. Il ne s'agit pas seulement d'aller porter la bonne parole, mais aussi d'essayer de comprendre de manière beaucoup plus vivante ce que c'est aussi l'expérience du mouvement ouvrier, ce que c'est tout simplement la classe ouvrière aujourd'hui. Dans les temps d'épidémie de choléra, les paysans russes, aveugles d'ignorance, de terreur et de fureur, massacraient les médecins, détruisaient les médicaments, saccageaient les lazarets. Est-ce que la chasse aux trotskistes, les bannissements, les exclusions, les dénonciations avec l'appui d'une partie des travailleurs ne rappellent pas ces convulsions insensées des paysans au désespoir? Les chefs des partis ouvriers agissent en excitateurs, de petits détachements, en commando de mise à sac. Et les masses désemparées regardent massacrer les médecins, les seuls qui connaissent la maladie et le traitement. Léon Trotsky, Journal d'exil. Georges Caldy. Nous voulons faire l'effort en permanence. On sait que ça ne peut pas payer tout le temps. Mais la chance ne sourit que si on le cherche. Maintenant, quand est-ce que ça se traduira par quelque chose? Là, on ne peut pas faire des prévisions, mais on pense que ça vaut le coup de le faire. Combien de chercheurs se sont embêtés sur le cancer? Et est-ce qu'on peut dire qu'ils ont vécu pour rien? Sûrement pas. Sûrement pas. Parce qu'au pire des cas, ils étaient les chaînons d'une chaîne qui est là au-delà. Même les moines du Moyen-Âge, en pleine période de recul, qui recopiaient souvent des textes en latin ou retransmis par les Arabes, et qui les recopiaient, il fallait pour certains d'entre eux attendre 2 siècles, ou 3 siècles, ou 4 siècles pour que ça serve à la Renaissance. Mais j'estime que ceux-là
Ils ont fait quelque chose d'utile pour la société, tandis qu'il y avait tout un tas de parasites qui n'ont servi à rien, etc. Bon, mais c'est là où il y a des choix de vie. Mais finalement, c'est une forme de pari quand même, non ? C'est une forme de pari, parce que la question, la classe ouvrière est-elle à la hauteur, sera-t-elle à la hauteur de sa mission historique ? Vous dites, nous on essaye de prouver le contraire en essayant. On essaye, et en essayant, on répond oui, elle sera à la hauteur. Mais c'est une forme de pari, Georges Caldy, parce que vous en savez rien scientifiquement. Vous prenez la métaphore du cancer, c'est toujours, mais oui, vous en savez... je vous renvoie la question. Est-ce qu'un jour on guérira le sida ? Est-ce que vous pouvez y répondre ? Nous, on travaille pour l'immédiat, pour rendre les travailleurs les plus conscients possibles. Mais en même temps, on est sûr de préserver des idées que justement qu'on voudrait transmettre propres. On pense, on espère que demain ça s'élargira de nouveau. Eh bien, on essaye de faire ce qui est nécessaire pour le petit filet qu'on est. Mais ce petit filet, il continuera après nous. Ça, on en est sûr. Si on imaginait une maladie qui tue tous les savants, etc., s'il fallait tout reconstituer à partir des bouquins seulement, même en science, ce serait un sacré pari. Il faudrait recommencer beaucoup de choses. Et bien dans le mouvement ouvrier, c'est encore pire, et on a connu cette situation-là. Vous avez des générations de révolutionnaires qui avaient de l'influence, qui avaient des idées, qui ont été massacrés par le stalinisme. Et qu'en un certain sens, il faut redémarrer à zéro, à ceci près, là, je reprends une métaphore de nouveau, que quand même on a hérité au moins une bibliothèque. On n'a pas hérité les médecins de la génération précédente qui pouvaient expliquer comment faire une opération à cœur ouvert, mais on a au moins gardé les bouquins. Et on peut regarder. Et essayer de répéter le geste sur les photos qu'on voit. En se trompant peut-être, mais on essaye de copier. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Mais comme tous les sujets supposés savoir, les docteurs de la Révolution ont parfois tendance à se muer en maîtres de vérité et à évacuer tout débat pour se contenter de prescrire des ordonnances. Ainsi, depuis quelques années, même certains des militants fondateurs ont commencé à trouver pesant le secret médical version lutte ouvrière. C'est le cas de Gilbert de Villars, longtemps compagnon de lutte de Pierre Bois, dit Vic, animateur de la célèbre grève des usines Renault en 1947 et récemment disparu. Gilbert de Villars. Il y avait toujours ce côté qu'on nous a beaucoup reproché de clandestin, de carbonari un peu. Là, c'est vrai, on était tous toujours un peu carbonari. On disait pas, on n'annonçait pas la couleur toujours, et puis on donnait surtout pas de renseignements. Sur qui on était, rien du tout, quoi. Qui sont vos chefs ? On n'a pas de chef, on se gouverne nous-mêmes. Tout un tas de réponses comme ça aux débottés. On est organisé en cellules, et puis ne rentre pas qui veut, hein. Il y a tout un passage, hein. Bon, enfin, moi j'ai été au départ, il n'y a pas de problème, mais des copains, je me rappelle à un moment donné, quand on a parlé d'un copain, Yves, hein, qu'est-ce qu'on fait, Yves ? Oui, il est rentré dans la boîte, tout. Est-ce qu'on l'a introduit en cellule ? Non, on va attendre encore un petit peu que ça mûrisse. Pratiquement, tu rentres, mais tu sors plus, quoi. C'est un peu comme les moines, tu comprends ? On ouvre un moellon dans le mur, il rentre là-dedans, puis après on referme derrière. Ça ressemble un peu à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu... j'étais toujours branché là-dessus, parce que c'est un peu... On m'a souvent dit des fois, oui, toi, t'es resté à Nard. C'est vrai, un peu l'indépendance. Je ne le renie pas, ça, parce que effectivement, moi, je me suis toujours un peu méfié des chefs, en gros, hein. Je pense qu'on peut reconnaître une certaine autorité. Par exemple, celle de Pierre Bois, je l'admettais sans aucun problème. D'ailleurs, Pierre Bois, il agissait pas comme un chef haillon. Mais j'admettais sa supériorité parce que, d'abord, il avait fait la grève de 47. Hein. C'est lui qui l'a montée, bien sûr soutenu par toute l'organisation, mais tout ce qu'il a inventé au jour le jour, comme ça, pendant toute la grève. Et puis son attitude personnelle, quand les Staliniens ont essayé de le déboulonner, de le faire foutre à la porte. Par exemple, il y a une aventure, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il était sur un tour. Et puis, ils avaient, en quelque sorte... branché un stalinien qui était un peu con, là, qui avait des gros bras. Il est venu voir, et puis il venait provoquer Vic derrière sa machine. Alors lui, il était sur un espèce de tour, il était au manivelle, et puis à un moment donné, il s'est retourné, paf, une pêche à Salud, il s'appelait. Salud a pris sa pêche dans la gueule, et il s'est retrouvé dans le bac à copeaux. Et hop, aussitôt Vic, il était sur ses manivelles. Et juste à ce moment-là, il y a le contremaître qui passe et qui voit Salud, le cul dans le copeau. Il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez à votre place. Bon,
c'est ça qui fondait son autorité. Puis Vic, c'est un type pour lequel j'ai toujours eu une amitié, un respect même, parce que il s'est retrouvé dans des circonstances où il a été tout seul. Moi, j'ai toujours contesté un peu. J'ai toujours gardé mon côté anard. Et je me rappelle une fois, dans une réunion où on était déjà beaucoup plus, on était une centaine. J'ai émis un avis et le camarade Hardy qui s'est levé en gueulant, etc. Alors, je me suis levé aussi à mon tour et puis j'ai gueulé et je dis « T'as perdu d'avance, je gueule 4 fois plus fort que toi. Alors, si c'est un concours de gueulement, écrase-toi, t'es perdu, t'es cuit. » Alors, il a pris ça à la rigolade, etc. Même des fois, j'en parlais à Vic, je dis, moi, ça me reste un peu en travers de la gorge, ça, etc. Il dit, oui, bon, mais il faut atténuer. Enfin, bon, il essaye d'arrondir les angles. Mais, oui, j'ai une espèce d'aversion pour les gens qui lèvent le bras tous en même temps ou qui sont toujours d'accord. Ça m'a un peu préservé contre des dérives possibles. Hein. Moi, quand je n'étais pas d'accord, je l'ai dit. Il y a une façon d'exister à la lutte ouvrière qui est un peu bizarre. Une fois que si t'es plus d'accord, pratiquement on te jette aux orties, quoi. Hein, c'est un peu ça. C'est dur à avaler. Il y a des gens qui se sont exclus d'eux-mêmes ou qui sont partis et alors vraiment il reste plus rien. Dans d'autres secteurs de la vie, il y a des gens avec qui on a eu une activité pendant un moment, mais on reste copains. Mais il y a des gens, quand je vais à la fête de lutte ouvrière, il y a des gens avec qui j'ai eu des problèmes. Et à un moment donné, j'ai manifesté un désaccord. Il y en a que je rencontre, ils me connaissent pas. C'est ça. Alors ça, c'est épouvantable. Hein. C'est le zéro l'infini. Hein. Ça, c'est les bouquins de Kostler. Ah oui, Kostler. Moi, je pense que la lutte contre la bureaucratie, elle doit être permanente. À l'intérieur d'une organisation, il ne faut pas quelqu'un qui c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Il faut qu'il s'explique. Ça, c'est important, ça aussi, la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un. Mais quand tu n'as plus confiance, après, tu doutes tout le temps. Moi, je sais que c'est mon cas. Hein. Si je vérifie, hein, je recoupe et tout, parce que j'ai pas envie de me faire couillonner. Hein. Ça m'est arrivé de me faire couillonner, mais j'aime pas ça. Alors, j'ai toujours ça dans mon collimateur. Attention, hein, pas se faire avoir. Mais on se fait avoir quand même, Marc. Hein. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par Benoît Schwartz, équipe de réalisation Frédéric Quéroux, Philippe Carminati, Éric Villenfin et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.